Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Modi Diaw, je suis doctorant en cinquième année de sociologie. Merci beaucoup Maxence pour l'organisation, pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui sont présentes ici et ceux qui sont en distanciel aussi. Moi, j'ai fait ma thèse sous la direction de Valérie Deldrève cette thèse porte sur les expériences au travail des ouvriers de la bauxite et les enjeux de justice environnementale associés depuis la Guinée-Conakry jusqu'à Gardanne à Marseille. Donc, cette présentation aussi s'inscrit dans le cadre de cette thèse, mais s'appuie beaucoup sur un papier qui est en cours de rédaction avec notamment Valérie Deldrève, ma directrice de thèse. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à partir des conditions de travail, les différenciations d'exposition des ouvriers et comment cette diversité d'exposition amène à des rapports différenciés aux enjeux environnementaux et sanitaires qui sont associés à cette transformation de la bauxite en alumine dans l'usine de Gardanne. Donc, le point de départ de cette étude, c'est à partir des travaux qu'avait mené Valérie Deldrève sur les mobilisations. Les mobilisations anti-bouse et poussières rouges, les boues rouges, ce sont les déchets qui sont issus de cette transformation et les poussières qui sont liées aussi à le stockage de ces boues dans des bassins, notamment dans une petite commune de Gardanne qui s'appelle Manchegari. Et que les travaux de Valérie portant sur ces mobilisations avaient révélé qu'il y avait une absence en fait des ouvriers dans le débat autour de la dangerosité ou non de ces poussières et de ces boues rouges. Et donc cette production qui est faite notamment à partir d'un procédé chimique qui s'appelle le procédé Bayer, permet d'engendrer en fait des déchets qualifiés de boue rouge qui sont rejetés pour une partie dans la Méditerranée et une partie stockée dans des bassins situés à Manchegari. Et donc, à partir de ces mobilisations-là, en 2015, on arrive à une période où le parc national des Calanques a été créé en 2012 et que finalement, pour pouvoir continuer à rejeter ces déchets dans la Méditerranée, l'usine avait besoin d'une dérogation. Donc, cette demande de dérogation a été notamment accordée sous condition par le parc national avec une dépollution progressive, en fait, de ces rejets pour respecter certaines normes. Donc, dans le débat qui va opposer maintenant les militants, les mobilisations et l'industriel, ça va tourner autour de environnement, santé, toxicité, préservation de l'emploi, d'autant plus que Gardanne s'inscrit aussi dans le bassin milieu-province. Et finalement, on va aborder les risques environnementaux et sanitaires euh, qu'à propos des populations riveraines. Donc, on ne va pas parler des conditions de travail des ouvriers, de leur exposition. Ça va être une question qui va être totalement absente, en fait, de ce débat autour de la dangerosité de ces déchets. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir quelle lecture de ces problèmes depuis l'expérience au travail de ces ouvriers qui sont quand même un acteur central dans ce débat-là. Donc, pour analyser cette lecture du problème des boues rouges ou de la transformation de la bauxite en alumine à partir de l'expérience des travailleurs, nous nous appuyons sur une riche littérature en justice environnementale et en sociologie du travail aussi. Cette littérature en justice environnementale qui montre en fait une longue histoire de la prise en compte de l'environnement dans les luttes ouvrières associées à des préoccupations de justice sociale aussi, comme l'ont montré notamment Pablo Corral Boroto, Stefania Barca, René Beco aussi dans ses travaux. Et finalement, qu'on en arrive à une forme d'écologisme ouvrier ou d'écologie ouvrière, qui est notamment définie par Stefania Barca comme ces conditions socio-écologiques de ces travailleurs, comme à partir de leur groupe, c'est-à-dire des personnes qui gagnent
leur vie par un travail physique dans l'industrie ou l'agriculture, à partir de leur statut, c'est-à-dire qu'ils sont souvent les moins rémunérés, occupant les postes ou les emplois les plus pénibles physiquement, et qui sont également les plus exposés aux pollutions, aux risques. Et donc, finalement, cet écologisme ouvrier est perçu comme les luttes menées par cette classe pour défendre à la fois leurs conditions de travail, mais aussi leur environnement de vie. Donc, on voit beaucoup cette publicisation, notamment dans les travaux ou dans les revendications portées par les syndicats, qui leur a permis aussi de développer notamment des connaissances sur les risques à la fois au sein des milieux de travail, mais en même temps en dehors des environnements de travail. Et également le rôle joué par ces syndicats, ces ouvriers dans la mise au jour, en fait, des inégalités d'exposition qui vont concerner une certaine catégorie d'ouvriers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont les plus vulnérables, souvent constitués de sous-traitants, d'intérimaires, et une reconnaissance aussi, en quelque sorte, des responsabilités des employeurs dans cette exposition différenciée à partir d'une division des tâches, mais aussi de l'externalisation de certaines tâches qui sont généralement aussi les tâches les plus dangereuses. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand on regarde tout ça, ça montre en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forme d'écologisme ouvrière, mais qui finalement est restée invisible dans le débat ou dans les débats sur l'écologie, parce qu'en fait, il y a des courants dominants, comme l'ont montré Aliénor Bertrand, Jean-Baptiste Combi, les courants dominants de l'écologie qui vont invisibiliser les autres courants, parmi lesquels on trouve notamment l'écologisme ouvrier. Et à partir des travaux aussi de Denis Duclos qui montrent qu'en fait, souvent, à partir des situations de travail, on voit en fait des rapports différenciés au monde. Et là, on essaye d'appréhender à partir de ces situations différenciées des travailleurs ou des ouvriers de la bauxite, à partir de leur situation différenciée, de leur expérience, pour mettre en visibilité et comprendre la façon ou leur lecture, en fait, des problèmes associés à la transformation de la bauxite. Et donc, nous posons quelques hypothèses. Et la première de ces hypothèses est que les ouvriers les plus précaires sont aussi les plus exposés à ces risques-là et que leur expérience des risques conditionne finalement leur définition des problèmes environnementaux et sanitaires, à la fois dans l'usine, mais aussi en dehors de l'usine. Donc, rapidement sur la méthodologie, ça repose sur une enquête qualitative qui a été menée dans le cadre de ma thèse aussi, des entretiens, des observations. Les observations, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que deux. Et en même temps, je n'étais pas autorisé à faire des observations dans toutes les parties de l'usine parce qu'il y a des parties où il faut une autorisation spéciale parce que c'est les parties qui sont considérées comme les plus dangereuses de l'usine et où on va retrouver finalement une grande majorité d'ouvriers qui sont des immigrés. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand même, j'ai pu regarder les installations, observer de très loin les ouvriers quand ils embauchaient, quand ils rentraient, comment ils s'habillaient avec des combinaisons étanches, avec des gants, des lunettes, à peu près comme ce que font souvent les ouvriers dans le monde du nucléaire. Et à partir des données d'archives aussi qui sont disponibles au niveau des archives départementales des Bouches-du-Rhône, mais également au niveau de l'Institut d'histoire de l'aluminium à Paris. Donc, rapidement, pour vous montrer, en fait, l'usine, quand on regarde, elle est divisée en deux grandes parties. On la voit très bien sur cette photo. Il y a une partie rouge, une partie blanche. Dans la partie rouge, c'est la partie où la bauxite, elle est broyée, transformée, attaquée à partir d'une lessive de soude caustique. Et à partir de là, on va obtenir avec la séparation de l'hydrate d'alumine qui, dans la partie blanche, va être calciné pour produire des alumines de spécialité. Aujourd'hui, l'usine produit environ 200 produits à partir de l'alumine qui est calciné et qui est destiné à différents usages. Euh, donc là, on le voit aussi sur la répartition pour l'effectif ou
Euh, les travailleurs, quand on regarde de plus près, il y a une majorité d'ouvriers, environ 404 ouvriers, que 123 titulaires, 20 ingénieurs, 8 collaborateurs. Les collaborateurs, souvent, c'est des gens qui peuvent travailler avec l'usine sur la mise en œuvre de procédés, parce que l'usine aussi a travaillé avec beaucoup d'autres, euh, sur la mise en œuvre de beaucoup d'autres usines, comme en Grèce, en Jamaïque, en Guinée-Conakry. Et puis quand on regarde aujourd'hui, ça c'était dans les années 1963. Mais nous, quand on a fait le terrain, tous les ouvriers rencontrés nous disaient en fait, cette répartition de l'effectif n'a pas beaucoup varié. Aujourd'hui, quand on compte les emplois directs, je veux dire sans les emplois avec les sous-traitants, mais les emplois directs en 2021-2022, ça tournait autour de 500 emplois directs, parmi lesquels il y avait environ 200 ouvriers plus 150 sous-traitants intérimaires. Donc, de tout le temps, la part des ouvriers est restée, les ouvriers sont restés en fait majoritaires dans la composition de la main-d'œuvre de l'usine. Et quand on regarde aussi dans la division du travail, l'attaque de la bauxite, la mise en sac de l'alumine, le déversement des wagons de bauxite, on va se rendre compte qu'en fait, ce sont les tâches qui sont définies comme étant les plus dangereuses par l'ensemble des travailleurs et ce sont finalement les tâches aussi auxquelles sont affectés les sous-traitants, les intérimaires et les ouvriers qui se situent en bas de l'échelle hiérarchique. Donc, de cette division de l'usine en deux grandes parties, de cette division du travail, il en résulte en fait une exposition différenciée aux risques où les risques les plus reconnus dans l'usine et hiérarchisés sont la soude, l'amiante et les poussières. Quand on regarde la soude, tous les ouvriers s'accordent à dire qu'en fait, c'est le principal risque dans l'usine. Ça, il n'y a pas ouvrier intérimaire, sous-traitant ou cadre. Tout le monde s'accorde à dire que la soude, c'est le produit le plus dangereux qui est utilisé au sein de l'usine. Et finalement, quand on leur pose quels sont les autres risques, le deuxième risque qui est évoqué, c'est l'amiante. L'amiante qui n'est plus utilisée dans l'usine, mais il faut savoir que quand on regarde au niveau des tuyaux, au niveau des bâtiments, c'est l'usage de l'amiante depuis 1893, quand l'usine a été construite en tout cas, qui est resté aujourd'hui, même s'il y a eu un processus de désamiantage, ça reste encore beaucoup dans des différentes parties de l'usine. Donc ça, c'est reconnu par l'ensemble des ouvriers. Et troisièmement, ça va être les poussières. Les poussières vont être reconnues par certains ouvriers comme un risque, par d'autres non. Donc finalement, le discours n'est pas homogène sur le fait que les poussières puissent être dangereuses ou non. Mais quand on regarde du point de vue de l'industriel, c'est-à-dire Alteo, il considère que par exemple, quand on prend les poussières d'alumine, que ça entraîne l'irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau, du nez, de la gorge, ainsi de suite. Et quand on regarde aussi d'autres études qui ont été menées, je cite juste l'étude de Melissa Friesen et ses co-auteurs, mais qui montrent en fait que des poussières d'alumine et de risques en fait sont associées à un risque élevé de mortalité par maladie cérébrovasculaire associée à une exposition permanente à l'alumine. L'alumine, c'est la poudre d'alumine. Et donc, de l'ensemble de ces risques, on observe une exposition différenciée des ouvriers à ces risques que je viens d'énumérer. Une exposition différenciée qui a comme point de départ, en fait, une externalisation des tâches les plus dangereuses à partir des années 1960 sous l'ère Picciney, où il a été question, en fait, de discuter avec les syndicats qui voulaient pas, qui luttaient en quelque sorte contre le processus d'externalisation. Mais le compromis qui a été trouvé, c'est-à-dire on pouvait externaliser les tâches qui étaient considérées comme étant les plus dangereuses. Donc, à savoir le déversement des wagons de bauxite, à savoir le nettoyage des cuves, les cuves à partir desquelles on fait le mélange de bauxite soude,
On pouvait externaliser, par exemple, la mise en sac de l'alumine parce que le contact de la peau avec les poussières d'alumine, les poussières sont considérées comme corrosives, ça attaque la peau. Donc, on pouvait externaliser toutes ces tâches-là. Donc, ce qui a commencé, l'externalisation depuis l'ère Péchiney est principalement effectué sous l'ère Péchiney par des ouvriers qui étaient d'origine italienne, polonaise et espagnole. Et finalement, aujourd'hui, lorsqu'on a fait, nous notre terrain, les ouvriers qui étaient à la base sous l'ère Pisciné italien, polonais et espagnol sont remplacés aujourd'hui par des ouvriers sénégalais, guinéens et maghrébins. Et même quand moi, je suis resté plusieurs fois sur le parking de l'usine parce qu'au début, je le répète encore, j'avais pas l'autorisation de visiter l'usine. Et à chaque fois que j'interrosais un ouvrier, il me disait, oui, mais attends ici, vous allez voir les ouvriers sénégalais, guinéens, maghrébins. Moi, je sais pas comment ils travaillent, mais ce qui est sûr et certain, ils font les tâches les plus dégradantes. C'est vraiment pénible ce qu'ils font comme boulot, même s'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient. Et là où ils travaillent, c'est très, très difficile d'y accéder. Donc, ce qui fait qu'en fait, parfois, ça corrobore un tout petit peu ce qui est sous-entendu même par les titulaires. Et même quand on regarde aussi dans les archives, on va observer qu'en 1932, il y a eu un accident dans l'usine avec l'explosion de deux cuves qui contenaient des mélanges de bauxite avec de la soude et ça avait fait 7 morts. Parmi les 7 morts, il y avait au moins 5 ouvriers qui étaient de nationalité étrangère. Et à partir de là, le syndicat avait eu comme discours que l'ouvrier Piscinet ne mettait pas en mesure toutes les mesures de sécurité parce que dans les ateliers où il y avait plus d'accidents, c'est parce que ça concernait que des travailleurs émigrés que Piscinet s'en foutait complètement des mesures de sécurité. Donc, de cette exposition différenciée, il va y avoir deux façons de lire les pollutions, les risques associés à ce travail-là. Quand on regarde les cadres qui sont les moins exposés à ces poussières, à la soude et autres, même s'ils reconnaissent le danger, le risque soude pour les poussières, ils ne considèrent pas que ça puisse être associé, par exemple, ou considéré comme étant un risque pour la santé des travailleurs. Quand ils parlent de la poussière de bauxite, ils parlent plutôt de salissure, de nuisance, mais ils n'évoquent jamais, en fait, question de toxicité de ces poussières. De la même façon, ils vont dénoncer en fait la lecture du problème poussière, boue rouge euh, par les militants en soutenant qu'en fait la bauxite c'est de la terre, c'est naturel, donc c'est pas dangereuse. Mais encore une fois, cette considération de la bauxite comme de la terre, ça remonte aussi aux années 1821 parce que quand la bauxite a été découverte dans les Baux-de-Provence, on l'appelait terre d'alumine des Baux-de-Provence. Donc, c'est au fur et à mesure que terre a sauté, alumine a sauté et qu'on est resté sur bauxite du fait que ça a été découvert dans les Baux-de-Provence. Donc, finalement, on va observer aussi avec ces cadres, ces chefs d'équipe qui ne travaillent pas dans les ateliers où il y a la soude, où il y a la poussière de bauxite, qui sont loin de ces nuisances, ils vont avoir une certaine confiance aux techniques et en la capacité d'innovation, en fait, des ingénieurs avec qui ils discutent le plus pour résoudre, en fait, les problèmes de pollution en dehors de l'usine, c'est-à-dire la gestion des boues rouges, la question de la toxicité, la question de la dépollution pour la Méditerranée. Et du point de vue des plus exposés constitués par les sous-traitants, les intérimaires, qui sont principalement, je le répète encore, des ouvriers d'origine étrangère, on va voir qu'en fait, ils vont avoir un discours de toxicité sur les boues rouges, du fait qu'en fait, les boues rouges contiennent des métaux lourds, que c'est mélangé avec de la soude qui vient du processus de transformation. Par exemple, un des intérimaires nous disait, en fait, malgré les équipements de protection, les masques FFP qu'on porte, moi, à chaque fois que je sortais de l'atelier, je mouchais, ça sortait rouge. La santé, ça ramasse, ça détruit la santé. Et ça, c'est un discours que souvent les intérimaires, les sous-traitants répètent à chaque entretien. Du
coup, ils perçoivent les risques auxquels ils sont exposés comme un aspect de leur travail, mais sans les banaliser et encore moins les valoriser. Parce que quand on regarde dans la littérature aussi, il y avait ce discours en disant, mais les ouvriers, ils savaient qu'ils étaient exposés à des dangers, mais ils les valorisaient parce que ça montait une certaine forme de virilité, c'est le travail ouvrier. Donc voilà. Nous, on n'a pas du tout observé ça. C'est une dénonciation, par contre, de ces risques, tout en considérant qu'en fait, voilà, c'est un aspect de leur travail. Par ailleurs, on observe aussi ce qui ressort dans ce récit de ces ouvriers les plus exposés et qui dénoncent ces risques, qu'en fait, ce sont eux qui partagent le plus les diagnostics faits par les mobilisations en fait, du problème environnemental des boues et poussières en dehors de l'usine. Ça veut dire les mobilisations vont considérer que c'est un problème écologique, environnemental qu'il faudra résoudre. Cette lecture n'est pas partagée par les cadres, les chefs d'équipe, mais au contraire, il est partagé par les plus exposés parce que c'est lié à leur expérience d'exposition aussi au sein de l'usine. Et de ces deux groupes aussi, d'un côté les cadres, les chefs d'équipe qui ont une certaine lecture des problèmes associés et de l'autre, les ouvriers intérimaires précaires qui en ont une autre lecture, on en voit également des sentiments d'injustice qui se dégagent. Avec le premier groupe des cadres, des ouvriers, des chefs d'équipe qui sont beaucoup plus qualifiés, et qui ont connu aussi une forme d'ascension professionnelle en occupant les postes les moins dangereux, qui finalement vont dénoncer en fait la remise en cause de leur travail, c'est-à-dire remise en cause par le fait qu'en fait les mobilisations en parlent beaucoup, euh, et ils voient une forme de dévalorisation aussi de leur savoir-faire au nom de la protection de l'environnement et qui va entraîner une invisibilisation aussi de leur contribution à cette protection-là, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pu faire à l'intérieur de l'usine pour rendre ou pour dépolluer ces résidus-là. Également, c'est le groupe qui va mettre le plus à distance les mobilisations associatives, tout en s'appropriant, par exemple, le discours technosolutionniste porté par les ingénieurs et la direction de l'entreprise, en défendant également une écologie de classe basée sur les innovations techniques du procédé de production qui, au final, pour eux, va rendre l'usine très propre. Encore une écologie de classe, il faut mettre entre guillemets parce qu'on l'a très bien vu que les ouvriers, finalement, tous les ouvriers de l'usine ne forment pas une seule classe parce qu'il y a cette division-là de ceux qui croient aux solutions techno-solutionnistes et puis les autres. Et en même temps, ils vont considérer qu'ils sont doublement victimes d'injustice. D'une part, d'une écologie qu'il appelle écologie devant sa porte et répressive. L'écologie devant sa porte, c'est qu'en fait, finalement, en dehors de l'usine, les mobilisations, ils vont défendre, ils vont lutter, dénoncer la pollution des boues rouges, de la Méditerranée, en demandant en fait la délocalisation de l'usine en Guinée. Pour eux, c'est de l'écologie devant sa porte parce que ce qu'ils ne veulent pas à Gardanne, ils ne peuvent pas vouloir ça en Guinée. Donc, c'est pour ça qu'ils disent non, mais ils ne sont pas écolos vraiment. Ils sont écolos devant leur porte. Et répressive dans le sens où il y a les normes qui les incitent à apporter davantage, à dépolluer les boues, à rentrer en fait dans les normes et finalement de perdre le procédé Bayer parce que je le rappelle, en mars 2022, depuis mars 2022, il y a plus de transformation de la bauxite à Gardanne. Ça a été arrêté alors qu'ils ont beaucoup fait pour écologiser ce procédé de production. Donc là, c'est à peu près tout ce qui s'inscrit dans l'écologisation du procédé Bayer. Ils ont mis des filtres à presse, ils ont créé une station d'épuration pour rendre les boues plus propres. Mais finalement, le procédé a été arrêté parce que euh, euh, l'accord ou l'autorisation de continuer à déverser dans la Méditerranée n'a pas été prolongée. Et de l'autre côté, on va avoir le groupe d'ouvriers moins qualifiés, intérimaires, sous-traitants, qui, eux, en fait, vont avoir un discours beaucoup plus critique sur les conditions de production et les problèmes de santé associés, non seulement pour eux, mais aussi pour les riverains de l'usine et des sites de stockage des boues rouges.
et qui finalement vont se sentir aussi doublement invisibilisés, à la fois invisibilisés par les militants, parce que les militants ne parlent pas réellement de ces ouvriers qu'on peut considérer comme une sous-classe de la classe ouvrière, et invisibilisés aussi par la direction de l'usine, voire aussi par les syndicats. Parce que certains syndicats disent qu'en fait, ils n'ont pas vocation à représenter des intérimaires et des sous-traitants. Ils ne représentent et défendent que les travailleurs salariés de l'usine. Donc, ce qui fait que quand on demande à ces ouvriers intérimaires, ils ont le sentiment d'être une sous-classe constituée de précaires immigrés partageant la même condition sociale et écologique et la situation de vulnérabilité à l'emploi. Et quand on vient à la conclusion, c'est qu'en fait, on va avoir dans cette analyse l'exposition différenciée au risque des ouvriers au sein de l'usine, qui montre en fait une fraction des ouvriers euh, euh, qui, de par leur formation et les métiers qu'ils exercent ou de leur acculturation au sein de l'usine, ont une certaine croyance au progrès technique, à l'image des ingénieurs et de certains militants, et vont s'opposer à cette délocalisation pour garder l'usine à Gardanne. Et de cette exposition différenciée, on va avoir des définitions plurielles des problèmes environnementaux à partir des conditions socio-écologiques de travail qui sont différenciées selon les groupes et selon les statuts, selon les tâches aussi. Et malgré tout, vu qu'il y a une convergence du cadrage du problème ou des problèmes ou une convergence des lectures entre certaines mobilisations et une fraction des ouvriers constitués des précaires et des sous-traitants, cette convergence ne va pas déboucher, par exemple, sur des coalitions ou des alliances pour lutter ensemble, dénoncer ensemble. Alors que dans la littérature, on observe beaucoup de coalitions entre mobilisation, mouvements ouvriers pour lutter ensemble, à la fois pour les pollutions au sein des murs de l'usine et à l'extérieur. Je vous remercie pour votre attention.